On est en 2009 au théâtre Royal Haymarket à Londres et Patrick Stewart a vu un fantôme en plein milieu de son interprétation de Vladimir dans En attendant Godot, la fameuse pièce de Beckett. Étrange, me direz-vous? Eh bien, pas tant que ça. Et salut les acolytes des illustres, bienvenue dans ce premier épisode de Tété au courant, la chronique où je vais vous raconter des petits fun facts sur le théâtre parce que c'est cool. Aujourd'hui, on va parler d'anecdotes et en particulier de fantômes qui occupent dans le théâtre une place très importante. Revenons donc à Patrick Stewart. Le comédien ressort de l'acte 1 et jure avoir vu un homme se tenir debout dans une des allées puis disparaître. Je l'ai perdu quoi, elle était là et pouf pouf, je l'ai perdu. Bon alors, vous me direz, il était totalement fou, hein, personne ne l'a cru évidemment, et si, la troupe a conclu de manière tout à fait rationnelle, évidemment, que c'était le fantôme de John Buxton, comédien-directeur de ce même théâtre dans les années 1880. Et apparemment, le fantôme de Buxton venait comme ça régulièrement se balader dans les coulisses et dans la salle, et il a été vu par beaucoup de grands comédiens. Et Buxton devint rapidement l'un des plus célèbres esprits qui, selon la légende, errent dans des théâtres où ils avaient jadis fait fureur. Les histoires un peu mythiques comme celle-ci sont super communes. D'ailleurs, le théâtre Royal Bath à Londres est réputé comme étant le plus hanté du monde entier. Il est même hanté par un papillon. Eh ouais, un papillon. Donc en 1948, dans ce théâtre, une partie du Petit Chaperon Rouge a été mise en scène sous forme de ballet. Alors du coup, évidemment, thème papillon, costume de papillon, machin de papillon, papillon qui virevolte, bref, vous avez compris, papillon. Et en gros, pendant une des répétitions, il y a un papillon qui a été trouvé mort par terre, et peu de temps après, Reg Maddox, le directeur du théâtre et producteur de ce spectacle, est raide mort d'un arrêt cardiaque. Voilà. Ils ont retiré la scène du ballet parce que superstition de malchance et compagnie, mais juste avant la première, ils ont vu un papillon virevolter comme ça dans le théâtre, donc ils se sont dit hey, c'est quoi, c'est un signe, vas-y, on remet la scène du ballet. Ils ont remis la scène du ballet, et ça a fait mouche. C'est rigolo. Et donc depuis, la légende raconte que le papillon revient virevolter dans le théâtre à chaque fois qu'un spectacle va avoir du succès. Mais le papillon, c'est pas le seul fantôme réputé à errer comme ça dans ce théâtre, il y a aussi la Dame Grise par exemple, le portier fantôme, et je vous invite à lire un article que j'ai mis dans la description pour lire leur histoire parce que c'est très intéressant, mais j'ai pas le temps d'en parler, voilà. Et il y a plein d'autres trucs chelous qui se sont passés dans ce théâtre. Par exemple, il y a un comédien qui a vu sa télé changer de chaîne toute seule, comme ça, dans sa loge. Il y a une vidéo de caméra surveillance qui montre une porte qui s'ouvre et qui se ferme toute seule. Enfin bref. Onde électromagnétique. Bon. Fantôme. Eh bien, je vais vous... Vous avez vraiment cru que j'allais répondre à cette question? J'en ai aucune idée. Vraiment. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a un mec qui s'appelle Ayofe Monks qui a écrit un article super intéressant sur le rôle des anecdotes et des fantômes au théâtre. Cet article s'appelle Collecting Ghosts, Actors, Anecdotes and Objects at the Theatre et je vous conseille réellement de le lire parce qu'il est vraiment très intéressant. Dans cet article, Monks insiste sur le fait que la confrontation d'un revenant avec un acteur du présent, donc du passé avec le présent, instaure une espèce d'intemporalité, un anachronisme qui est en fait inhérent au théâtre. Et même le futur entrera en jeu puisque le directeur actuel du théâtre sera peut-être lui-même un jour un revenant qui arpentera les coulisses pour rappeler aux comédiens que lui aussi, il a fait partie de ce théâtre. Et le fait que les gens de théâtre kiffent particulièrement bien les histoires de fantômes par rapport aux autres anecdotes, ça a peut-être aussi à voir avec l'instabilité constante de ce milieu. Ah, c'est pas faux. Non, parce qu'évidemment, si tu vois un revenant, bah ça va pas être Claude, le mec qui rêvait de jouer Don Juan mais qui est mort en cirant les chaussures d'Edmond Rostand empalé par un bout du décor. Non. Toi, tu vas voir le fantôme de Madeleine Béjart, amante de Molière avec qui il a fondé l'illustre théâtre, même si après ce petit saligo l'a quitté pour sa fille, mais enfin, c'est une autre histoire. Bref, tout ça pour dire qu'avec les anecdotes, tu ressuscites des personnalités passées pour te rassurer, pour revivre des grands moments théâtraux, mais sans grand souci de précision historique non plus. Et ça, ça atténue la précarité de ton métier en adoucissant un petit peu les anxiétés qui y sont liées. Tu réaffirmes en quelque sorte un peu ton propre parcours parce que les grandes figures du milieu reviennent à toi. Et que, ah ouais, ça va quand même, non, c'est bon, tip top, ok, j'avais des anxiétés, mais là maintenant c'est bon, c'est calmé, parce que ce fantôme il m'a approuvé, ok, c'est bon, ça va, on y va. En gros, c'est ça. Une apparition spectrale consoliderait donc ta place dans le milieu. Dans son article, Monks nous dit que la vision de Stewart, du fantôme de Buxton donc, confirme son identité en tant que grand comédien en le positionnant dans une lignée, dans un héritage d'autres comédiens célèbres. C'est peut-être donc une peur de tomber dans les oubliettes qui régit cette omniprésence des anecdotes fantomatiques dans le théâtre, un besoin de prouver que oui, le théâtre a une histoire et que oui, les gens de théâtre ont réellement eu une influence. Et que le théâtre, c'est un vrai truc.
Et que oui, faire du théâtre, c'est faire quelque chose de sa vie. Et que ce serait bien que ce soit reconnu, ça, à un moment. You stupid son of a bitch! Ah, la société. Bref, revenons à nos moutons. D'où vient cette nécessité d'avoir des anecdotes et mythes pour se souvenir de l'histoire théâtrale, donc? Eh bien peut-être parce que le théâtre est un art éphémère. Comment? Je vais m'expliquer. Une performance n'existe réellement qu'au moment où on la voit, et ensuite elle s'évapore. Il est plus facile de se souvenir d'une peinture que d'une représentation de théâtre. La peinture est fixée sur une toile, et à moins de détruire cette toile avec un bazooka, elle devrait être là pour un bon bout de temps. Alors qu'une représentation de théâtre est vivante. Elle n'est faite pour exister que sur le moment, c'est une expérience. Après, évidemment, les pièces sont écrites et de plus en plus de pièces sont filmées, on appelle ça une captation d'ailleurs, mais ce n'est jamais l'expérience complète de la représentation qui est véhiculée par ces formes plus fixées du théâtre. Donc c'est plus compliqué de s'en souvenir, on ne peut pas vraiment en faire des musées ni des recueils par exemple. Par exemple, mettons tu fais une analyse de la naissance de Vénus, bah ça va, t'as de la matière pour commencer, tu sais à quoi ressemble l'œuvre et t'as même une idée de la guêpe de l'atelier de Botticelli. Ça va, c'est plutôt tranquille. Par contre, je te mets au défi d'aller faire une présentation sur la toute première représentation théâtrale de Phèdre de Racine. Eh ben, bonne chance. Même si on connaît le texte et le contexte de la représentation, le truc n'existe plus. À part des souvenirs lointains, répétés de génération en génération, peut-être éventuellement quelques critiques écrites qui dataient du moment, il n'y a aucun moyen de savoir à quoi ressemblait la représentation et de l'analyser. L'œuvre en tant que représentation en elle-même est donc perdue. Donc non seulement le théâtre est un art éphémère, mais en plus, relativement à d'autres arts, il manque d'histoire officielle. Jusqu'à récemment, il n'y avait pas tant de livres historiques que ça dédiés au théâtre. Il était donc nécessaire pour les théâtreux de trouver un moyen de se souvenir autrement, d'une manière moins conventionnelle, d'écrire leur propre histoire, quoi. Et aujourd'hui, les anecdotes sont racontées, re-racontées et publiées même en même temps que des biographies, journaux de travail, etc. Et quand il s'agit d'anecdotes de revenants, eh ben ça suscite particulièrement bien la curiosité des gens, j'imagine que vous pouvez comprendre pourquoi. Cet engouement pour les anecdotes mystérieuses et autres fantaisies sombres est aussi historique. La plupart de ces histoires ont été mises sur papier au XVIIIe siècle. Et le XVIIIe siècle, c'est une époque où les gens sont vraiment très fans de toutes ces histoires un peu croustillantes, un peu mystiques, excitantes, les reliques et autres objets supposés magiques. C'est le grand moment des cabinets de curiosité, un peu entre la science, l'histoire et la magie. C'est aussi une époque où des romans historiques sont publiés dans lesquels se glissent parfois comme ça en soum-soum quelques revenants. Il y a une vraie nostalgie du passé et ça pourrait expliquer pourquoi les histoires de spectres et de revenants au théâtre ont eu beaucoup de succès à ce moment-là. Elles ont été publiées et sont donc restées dans la mémoire collective, alimentant ensuite ce qui est presque devenu une tradition dans le théâtre. Et d'ailleurs, pour confirmer leur place, ces anecdotes reposent sur des objets matériels pour prendre sens, un peu comme des gris-gris, des reliques qui deviennent presque parfois des effigies. Dans beaucoup de théâtres, des photos ou objets ayant appartenu à des grands noms du théâtre sont fièrement gardés, et certains font même l'objet de rituels, participant à cette omniprésence des esprits et des fantômes. Il y a certains comédiens qui ne peuvent même pas entamer une représentation de théâtre s'ils n'ont pas fait des bisous sur 12 figurines, entreposées à une place bien précise, dans un ordre précis dans leur loge. Ah moi je vous dis, les gens du théâtre ils sont... connards. Ah mais je vous dis, hein, les gens du théâtre ils sont absolument merveilleux. Tenez, par exemple, Monique Miller, une actrice québécoise, a été traumatisée en voyant une comédienne tomber dans une trappe ouverte dans les années 60. Oui, oui, vous avez bien entendu, oui. Elle est tombée dans une trappe ouverte. Une trappe ouverte. Accident! Enfin bref, toujours est-il qu'après ça, Monique Miller a installé dans sa loge une douzaine de photos d'amis décédés, pour qu'ils veillent sur elle comme des anges gardiens. C'est glauque à mort. C'est super glauque. Et donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup d'objets symboliques qui sont utilisés par les comédiens, metteurs en scène, etc. pour porter chance au théâtre. Que ce soit le chewing-gum que t'as mâché juste avant la représentation qui a lancé ta carrière ou bien le talon cassé d'une arrière-grande-tante, ces objets sont considérés par beaucoup de gens au théâtre comme indispensables. Comme le théâtre est un art vivant et qu'en soi tout peut arriver, il y a un réel besoin de se sentir en sécurité, de garantir que ta représentation de théâtre ne sera pas gâchée par, je sais pas moi, un oubli de texte ou bien par ta pote qui tombe dans une trappe ouverte. Accident! Et les gris-gris réconfortants ont une dimension encore plus symbolique quand il s'agit d'un objet qui a traversé les âges, un objet du passé qui a côtoyé des grands comédiens, des grands metteurs en scène. Tu te sens un peu protégé par l'aura de ces grandes figures. Oh, petit fun fact d'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi les théâtres font en général relâche un jour par semaine ?
Bah comme les théâtres sont tentés, évidemment, fermer un jour par semaine au moins permet de donner un peu de répit aux fantômes et esprits qui y habitent. Et si cette tradition n'est pas honorée, les malins esprits pourraient venir perturber ta représentation en, je sais pas moi, te faisant tomber dans une trappe. Surfait cette blague. Et quand les salles sont vides, il est également très important de laisser ce qu'on appelle la sentinelle. Mais qu'est-ce que c'est la sentinelle? Eh bien Jamy, la sentinelle, c'est une lumière qu'on laisse pour éclairer les tout petits fantômes avec un tout petit peu de lumière. Pour pas qu'ils aient peur dans le noir. Ça va être tout noir! Ils pourraient avoir peur des fantômes. J'ai pas du tout écrit cette blague, c'est vraiment nul. Donc on en était où? Ouais, attention à pas fâcher les fantômes, hahaha. Dans les théâtres récents, c'est une autre histoire, mais dans les théâtres anciens, en tout cas, les spectres font vraiment partie des meubles. Ils sont dans les murs. Ils appartiennent à l'architecture du lieu et ils l'étoffent en créant une ambiance un peu spéciale. Rien qu'en entrant dans un vieux théâtre, on sent que les murs regorgent d'histoires et de fantômes. Des vieux murs de roche. Et donc ce serait pas inhabituel de croiser un ou deux fantômes dans les vieux théâtres. Et il y a beaucoup de romans, de pièces de théâtre, de films, etc. qui mettent en scène un fantôme coincé dans son théâtre. Le fantôme de l'Opéra de Paris, par exemple, en est certainement le plus célèbre, ou en tout cas un des plus célèbres, et je vous conseille de lire son histoire parce que c'est assez marrant de voir comment ce grand mythe est né. Pour faire court, donc Gaston Leroux, qui a écrit la première histoire du fantôme de l'Opéra de Paris, a récolté des incidents malencontreux qui se sont passés à l'Opéra Garnier et il les a mis en relation avec des faits divers qui s'étaient passés dans les parages. Et rien que de mettre ça ensemble, eh ben ça a fait l'histoire de l'un des plus célèbres fantômes du monde. Et surtout qu'il y a beaucoup de superstitions et anecdotes aujourd'hui qui découlent de cette histoire, donc super Gaston, merci beaucoup, maintenant il y a 36 petits rats de l'opéra qui racontent à toutes leurs potes qu'elles ont vu le vrai fantôme de l'opéra. Ces superstitions, rituels et anecdotes sont évidemment présents dans beaucoup d'autres milieux, mais c'est assez intéressant de voir à quel point c'est central dans l'histoire du théâtre. Et en plus, c'est même pas si ancien que ça. Bien qu'ayant émergé il y a de belles lurettes, aujourd'hui encore ces anecdotes subsistent, qu'elles impliquent un fantôme ou non d'ailleurs. Maintenant, est-ce que ces histoires si profondément enracinées sont véridiques? Est-ce qu'on peut réellement voir des fantômes au théâtre? Mais ça, c'est à vous de voir si vous y croyez ou pas, mais ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'affirmer qu'on peut voir des fantômes au théâtre, ça nous permet de se souvenir d'une histoire, de se positionner dans une lignée de grands noms, et de faire partie d'une tradition. Toutes les sources dont j'ai parlé sont évidemment listées en description, les petits potes. Dans cette vidéo, j'ai voulu parler principalement des anecdotes et des fantômes, etc. au théâtre en tant que l'endroit, le théâtre, mais c'est vrai que c'est super intéressant aussi de voir à quel point les fantômes ont une vraie place dans les personnages, dans les pièces de théâtre. Et donc écoutez, qui sait, peut-être qu'on en parlera plus tard. Pour le savoir, abonnez-vous. Ouais, bon, super.